le choix de la prothèse, le choix de la solution chirurgicale et prothétique à travers la planification prothétique. Grosse question, faut-il sceller ou faut-il visser? Alors, pour le traitement de l'édentement unitaire, il existe le traitement va se résoudre de deux façons. Soit avec une prothèse scellée sur pilier transvissé, soit avec une prothèse transvissée directement sur l'implant. Quelles sont les indications et les contre-indications? Pour la prothèse scellée sur pilier transvissé, chaque fois que l'espace entre la dent à remplacer sur l'implant et son ou ses antagonistes permet de positionner un pilier et une couronne scellée sur le pilier, qui soit rétentive, c'est ça qui est important, on peut opter pour des raisons esthétiques pour cette solution. En clair, un pilier et une couronne, à la condition qu'on ait une rétention importante de la couronne sur l'implant. Si l'espace entre la dent à remplacer sur l'implant et son et ses antagonistes ne permet pas de positionner une couronne sur pilier rétentif, on peut opter pour une couronne directement vissée sur l'implant au moyen d'un système anti-rotationnel. On va réaliser une prothèse transvissée directement sur l'implant. Voici un cas où je n'ai pas de hauteur intracoronaire, donc il n'est pas possible de mettre un pilier et une couronne. Si on met un pilier et une couronne, la couronne ne sera pas rétentive. Donc dans ce cas-là, on va transvisser une couronne directement sur l'implant. Le traitement de l'édentation plurale. Alors, le traitement de l'édentation plurale va dépendre de plusieurs facteurs. En premier lieu, du nombre d'implants posés en fonction du nombre de dents à remplacer, de la solidarisation ou non des couronnes sur un plan entre elles, et encore une fois, de l'espace entre la dent à remplacer sur l'implant et de son ou ses antagonistes. Trois possibilités de traitement pour la dentation plurale. Une prothèse scellée sur pilier transvissé, prothèse solidarisée ou prothèse unitaire. Une prothèse transvissée sur embase vissée sur les implants. Dans tous les cas, ce sera une prothèse solidarisée. Une prothèse transvissée directement sur l'implant, prothèse solidarisée ou prothèse multiple unitaire. Quelles sont les indications et les contre-indications? Si l'on pose autant d'implants que de dents à remplacer, la meilleure solution sera de tenter de recréer l'état initial, un implant, une dent, sans solidarisation avec pilier plus couronne scellée. Par contre, si l'espace entre la dent à remplacer sur l'implant et son ou ses antagonistes est trop faible, on utilisera des couronnes transvissées directement sur les implants ou des embases posées sur ces mêmes implants. Alors le fait de solidariser ou non les couronnes sera fonction de la volonté d'associer une meilleure rétention à l'ensemble prothétique. En clair, si on positionne plusieurs implants et qu'on réalise une prothèse par-dessus et qu'elle ne semble pas réellement rétentive, on aura plutôt tendance à solidariser pour augmenter, pour associer les différentes rétentions. Voici un cas de prothèse scellée sur pilier transvissé. Donc 3 implants ont été posés, 3 piliers, 3 couronnes céramiques unitaires, recréent l'état initial de la patiente avec 3 dents unitaires. La prothèse vissée sur embase sur implant, c'était un patient à qui on a posé 5 implants. On positionne des embases. Sur ces embases, on va mettre des couronnes, des armatures transvissées solidarisées et réaliser des couronnes qui vont être solidarisées. On n'a pas de hauteur intracoronaire entre le maxillaire supérieur et la mandibule, donc on aura plus tendance à opter pour ce type de restauration, sachant qu'on a mis moins d'implants que de dents, donc ça nous contraint aussi à solidariser. Enfin, prothèse transvissée directement sur les implants, 2 implants positionnés, encore une fois, pas de hauteur interarcade, on va positionner deux couronnes directement vissées sur les implants, qui ne seront pas solidarisées, mais qui seront unitaires. Le type d'occlusion. Le premier élément à prendre en considération, c'est la différence de liaison qu'il y a entre la dent et l'os, et l'implant et l'os. Un point très important, la dent ne possède pas, une dent possède un esmodon, l'implant n'en est pas pourvu. Ce qui veut dire que ça nous amène à modifier les principes d'occlusion entre une dent et un implant. En clair, il n'y a pas de phénomène d'amortissement sur un implant. L'implant va subir de plein fouet les contraintes occlusales et toutes les parafonctions que peut développer un patient. Lorsque l'on exerce ce type de contrainte occlusale sur une dent, le desmodonte va jouer le rôle d'amortisseur. Là, sur un implant, il n'y a pas d'amortisseur. Donc la pression, elle rejaillit automatiquement sur l'implant ou sur la couronne qui est positionnée sur l'implant. Donc les principes d'occlusion seront aussi différents si
si on a un implant unitaire ou des implants multiples pouvant aller jusqu'à une bouche entièrement réhabilitée à l'aide d'implants. Quelles sont les règles d'occlusion en implantologie? Les règles de base restent les mêmes pour les dents comme pour les implants. On va rechercher systématiquement une intercuspidie maximale le plus possible en relation centrée. Par contre, il faut essayer chaque fois qu'il est possible de permettre une grande liberté de mouvement dans la latéralité et la propulsion à la mandibule. En clair, pour reprendre ce que j'ai dit précédemment, il faut une grande liberté pour éviter que le patient exerce des contraintes anarchiques et néfastes sur les implants. Donc on va rechercher cette plus grande liberté en latéralité et en propulsion. Recherche de la relation centrée et intercuspidie maximale. Les règles d'occlusion les règles d'occlusion vont aussi varier en fonction du nombre, de la situation et du type d'implant, donc du nombre, de la situation et de la valeur parodontale des dents résiduelles et de la qualité de l'os en présence. Un implant sur ou plusieurs encastrés entre des dents naturelles. Comment va-t-on régler ce problème? Il est bon d'éviter toute surcharge occlusale et donc de diminuer légèrement les contacts occlusaux des dents sur implant avec les antagonistes par rapport aux dents naturelles. En clair, si vous avez des dents qui sont encastrées entre des dents, si vous avez des implants qui sont encastrés entre des dents, il faudra essayer de mettre en légère, très très légère sous-occlusion les couronnes sur implant par rapport aux dents naturelles. De plus, les contacts balançants seront supprimés et les contacts travaillants recherchés s'il est possible sur les dents résiduelles. Voici les contacts en relation centrée. Ce sont des contacts travaillants que l'on va rechercher. Par contre, ce type de contact non travaillant ou balançant, il faut les proscrire parce que ce mouvement-là va faire osciller l'implant, provoquer soit une nécrose osseuse, soit la perte de l'implant, soit la fracture de la vis, soit éventuellement la fracture de la céramique sur un plan. Alors, si on a un ou plusieurs implants encastrés dans le secteur postérieur entre les dents naturelles, il faudra aller chercher une guidance antérieure associée à une protection canine afin de soulager au plus possible les forces exercées sur les implants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, il faut soulager le secteur postérieur là où on a implanté. Si cette situation n'est pas possible, alors il faudra rechercher par contre une fonction de groupe postérieur, de tout le groupe postérieur, au niveau des contacts intermaxillaires. Du côté travaillant, bien sûr, donc ça va impliquer de multiplier le nombre d'implants pour répartir au mieux les forces occlusales. Donc, l'analyse de l'occlusion va permettre, dans certains cas, de décider du nombre d'implants que l'on va être amené à poser. Obtention de la guidance antérieure et protection canine. Voici les deux éléments qu'il faut rechercher lorsqu'on a un positionnement d'implant dans les secteurs postérieurs. Pour ce qui est de l'implant canin unitaire, il faut privilégier la protection incisivo-canine plutôt que la protection canine isolée. Protection canine isolée sur un implant canin unitaire risquerait d'entraîner trop de force, trop de pression sur cette canine. Donc, on privilégie la protection incisivo-canine. Et il faut rechercher une fonction de groupe postérieur si on ne peut pas réaliser une protection incisivo-canine. Pour des implants positionnés dans le secteur postérieur non encastré, à l'inverse de précédemment, on va rechercher une guidance antérieure de manière à soulager les implants des forces occlusales nocives et on va multiplier le nombre d'implants si le volume osseux résiduel est trop faible. Enfin, pour un édentement total réhabilité par des implants, on va appliquer les règles habituelles de l'occlusion. En clair, en fonction de la répartition des implants, on optera soit pour une fonction de groupe, soit pour une guidance incisivo-canine. Cette guidance qui sera systématiquement choisie si on ne place pas d'implant dans le secteur postérieur et qu'on réalise des extensions distales ou cantilevers. Donc, il est préférable, quand on a des cantilevers, d'adopter plus une guidance incisivo-canine à une fonction de groupe. En ce qui concerne les contacts occlusaux et la morphologie des couronnes, ce sont des notions que l'on va transmettre à son prothésiste. Chaque fois qu'il est possible, on recherchera des contacts de type pointe cuspidienne dans la fosse antagoniste. Et si cette condition ne peut pas être remplie, du fait de la position excentrée de la couronne, on optera pour une modification des contacts occlusaux par meulage sélectif des dents antagonistes de manière à retrouver, autant que faire se peut, des pointes cuspidiennes dans les fosses antagonistes.
Voici ce que l'on doit obtenir, des contacts en relation centrée avec une intercuspidie maximale et contacts pointe cuspidienne fausses antagonistes, donc qui impliqueront que parfois il faudra faire des retouches sur les dents antagonistes pour arriver à obtenir ces contacts intimes entre les dents et les implants. La morphologie de la prothèse sur implant, à l'inverse d'une couronne sur dent, une couronne sur implant va présenter une pente cuspidienne moins prononcée. Ceci permettra donc de libérer la mâchoire et de réduire les contacts en latéralité. Autre point important, un implant est systématiquement moins large que le diamètre d'une racine, donc les crêtes marginales sont le plus souvent en porte-à-faux à l'extérieur de l'implant et elles doivent être mises en sous-occlusion afin d'éviter une fracture de celle-ci. On adoptera pour des surfaces de contact occlusales plutôt que des points de contact afin de mieux répartir les forces sur une plus grande surface. Et si on respecte cette retouche, on aura une meilleure répartition des forces, P égale S sur S, plus la surface sera grande et moins la force sera importante et la pression diminuera. Voilà, j'en ai terminé avec les 10 commandements de la chirurgie et de la réhabilitation implantaire. Je pense que si l'on arrive à respecter ces 10 commandements-là, on devrait normalement réussir sa chirurgie et obtenir les résultats qui vont vous satisfaire et qui vont satisfaire vos patients. Merci de votre attention.